Tous les hommes de ma famille se noient le jour de leur 33e anniversaire. Je ne crois pas aux malédictions. Mais un de mes oncles y croit et m'en a parlé après la perte de sa femme. La malédiction est simple, chaque homme de ma famille serait censé vivre des décennies de plus que sa femme. Je suppose que cela était perçu comme allant à l'encontre de l'ordre naturel, étant donné que les femmes ont généralement une espérance de vie plus longue. Jusqu'à présent, dans ma lignée directe, cela semble se vérifier, sauf pour ma mère, qui est toujours en vie et en bonne santé. Les branches de la famille élargie semblent épargnées, ce qui déçoit presque ma curiosité morbide. Bien sûr, seuls les hommes touchés par cette malédiction y croient, mon père et son frère n'y croient pas, un autre oncle y croit, mon grand-père qui a élevé 10 enfants de 2 épouses décédées y croyait, tout comme son père, car ils ont tous vécu de nombreuses années après la mort de leur femme. J'ai récemment découvert que mon arrière-arrière-grand-père est mort 26 ans après sa femme. Je suis curieux de savoir jusqu'où cette malédiction me mènera, mais je trouve intéressant que nous descendions d'une lignée générationnelle de veufs, présumés solitaires, qui se croyaient maudits. Mon arrière-arrière-grand-père venait d'un petit village en Chine. Il avait 2 sœurs. L'une d'elles est tombée amoureuse d'un homme de la ville. Elle est tombée enceinte, pour découvrir ensuite qu'il était marié. Elle s'est noyée dans une rivière. Son autre sœur a essayé de s'enfuir avec un garçon du village à cheval. Elle est tombée de son cheval, s'est cognée la tête, et est morte. Mon arrière-grand-père avait une sœur aînée lorsqu'ils ont tous deux déménagé aux États-Unis. Elle a essayé de s'enfuir avec un homme blanc et elle a été pendue pour cela. Mon arrière-grand-père a ensuite dû déménager en Amérique latine pour éviter les persécutions. Mon grand-père avait 3 sœurs. Son beau-frère a assassiné sa femme, la sœur de mon grand-père. La deuxième sœur s'est mariée avec un homme violent, a eu des enfants avec lui, et elle a dû déménager aux États-Unis parce qu'il la traquait. La troisième sœur a été violée par plusieurs hommes, et en conséquence, même à 85 ans, elle régresse à un état infantile. Mon père a 3 sœurs. L'une d'elles refuse de se marier à cause de la malédiction. L'autre sœur s'est mariée, mais a divorcé lorsqu'elle a découvert que son mari était un mafieux, pas un patron, mais très haut placé. La troisième sœur rêvait d'avoir des enfants, mais elle a fait une fausse couche, et elle et son mari ont divorcé. J'ai tellement peur parce que je suis la seule descendante féminine de mon arrière-grand-père. Ma grande-tante et ma tante ont eu des enfants, mais leurs enfants n'ont pas eu d'enfants. J'ai moi-même eu pas mal de malchance avec les hommes. J'ai 22 ans et je n'ai jamais été en couple. J'ai eu un intérêt romantique, mais c'était un gars stupide. Il a dit aux gens qu'il m'aimait alors qu'il avait une petite amie. Il est célibataire maintenant, et il semble qu'il soit toujours intéressé par moi. J'ai encore des sentiments pour lui, mais je ne vais pas le contacter parce qu'il m'a vraiment blessé. Même si c'était involontaire, à cause de ce qu'il a fait, ma confiance en moi en a pris un coup. Dans ma famille, il y a cette maladie. Elle n'a pas de nom officiel, mais on l'appelle la malédiction du sang. Mon arrière-grand-père en est mort, mon père aussi. Une douleur insoutenable, des souffrances qui les ont laissés presque fous avant la fin. Je pensais que j'avais échappé à cette malédiction, jusqu'à ce que je commence à ressentir ces premières douleurs. C'est arrivé progressivement. Au début, ce n'était que des courbatures, des douleurs légères dans les articulations. Rien d'inquiétant. Mais avec le temps, elles se sont intensifiées. Mon corps est devenu un champ de bataille, chaque mouvement une épreuve. Les médecins n'ont rien trouvé, bien sûr. Ils m'ont prescrit des antidouleurs, mais rien ne fonctionne. Ce n'est pas seulement la douleur physique, c'est aussi cette étrange sensation que quelque chose ronge mon esprit. Parfois, je me réveille en pleine nuit, mon lit trempé de sueur, incapable de bouger. C'est comme si quelque chose me tenait, m'empêchait de respirer. Les souvenirs de mes ancêtres me hantent, des images de leurs visages déformés par la douleur, de leurs cris dans la nuit. Je sais que ce sera bientôt mon tour. Je suis allé voir un spécialiste récemment, quelqu'un qui pourrait m'aider à comprendre ce qui m'arrive. Il a pris mon sang, l'a analysé. Et il a trouvé quelque chose, une anomalie génétique qu'il n'avait jamais vue auparavant. Une malédiction gravée dans mon ADN.
Il ne m'a pas dit grand-chose de plus, seulement que je devrais me préparer au pire. J'ai l'impression que c'est la fin. Je viens d'une longue lignée de matriarches. Pour une raison quelconque, nous ne donnons naissance qu'à des filles. Génération après génération de femmes dans ma famille. C'est probablement une étrange particularité génétique, mais ma mère dit que cela fait partie de la malédiction familiale. La malédiction remonte à mon arrière-arrière je ne sais quelle grand-mère. Elle est venue en Australie à l'époque de la ruée vers l'or avec mon arrière-arrière je ne sais quel grand-père à la recherche d'une vie meilleure que celle qu'ils avaient laissée derrière eux. Et ils l'ont trouvée. La ruée vers l'or leur a été favorable à tous les deux, et avant qu'ils ne s'en rendent compte, ils possédaient un petit bout de terrain. Pas grand-chose, vraiment, mais la rivière où l'on cherchait de l'or passait directement à l'arrière de celui-ci. Peu de temps après, juste après que mon arrière-arrière je ne sais quelle grand-mère ait annoncé sa première grossesse, mon arrière-arrière je ne sais quel grand-père a commencé à devenir addict aux jeux d'argent. Et il n'était pas doué pour cela. Un jour, apparemment, il a perdu son alliance dans un pari. La vieille grand-mère n'a pas bien pris la chose. L'histoire raconte qu'elle l'a conduit dans la rivière et l'a noyé. Apparemment, tout le monde en ville savait que c'était elle, mais il n'y avait pas assez de preuves pour faire grand-chose. Depuis lors, les femmes de ma famille n'ont jamais été capables de garder un homme. Elles ont tendance à se marier jeunes, à tomber enceintes, et ensuite le mari s'enfuit. Personnellement, je pense que c'est dû à de mauvais choix de vie, mais ma mère insiste sur le fait que c'est la malédiction. D'ailleurs, elle ne fait pas mieux. Mon père est parti à peine 3 mois après le mariage et n'a jamais essayé de me contacter. Et je ne le souhaite pas particulièrement. Il semble être un bon à rien, pour être honnête. Tout le monde en ville me dit qu'il était, comme mon arrière-arrière je ne sais quel grand-père, un joueur. Et pas un bon. Le plus drôle, c'est que, malgré la supposée malédiction, notre famille a prospéré. Mon arrière-arrière je ne sais quelle grand-mère était une femme très avisée, et une fois que mon arrière-arrière je ne sais quel grand-père fut hors du chemin, elle a pris ce peu d'argent qu'elle avait et l'a transformé en une épargne considérable. Elle a construit la maison dans laquelle nous vivons encore aujourd'hui. La rivière coule toujours à l'arrière de la propriété et tout. Il y a quelque chose dans ma famille, quelque chose qui nous hante. Ce ne sont pas des fantômes, pas vraiment. C'est comme si nous étions condamnés à revivre les souvenirs de nos ancêtres, à être hantés par leurs douleurs, leurs peurs, leurs regrets. Cela a commencé pour moi après le décès de mon grand-père. Je me souviens de lui comme d'un homme dur, mais juste. Pourtant, après sa mort, j'ai commencé à faire des rêves étranges, des rêves où je vivais sa vie. Je ressentais ses émotions, je voyais à travers ses yeux. Je le voyais commettre des actes que je n'aurais jamais imaginés de sa part, des actes cruels, impitoyables. Chaque matin, je me réveillais trempé de sueur, incapable de me débarrasser de ces images. Puis, ces souvenirs ont commencé à envahir ma vie éveillée. Je pouvais être en train de lire, et soudain, une scène de sa vie me traversait l'esprit, comme un souvenir que je n'avais jamais vécu. Je revivais ses échecs, ses remords, sa folie. C'était comme si je devenais lui, un peu plus chaque jour. Mes propres souvenirs commençaient à se mélanger aux siens, jusqu'à ce que je ne sache plus ce qui était réel. J'ai essayé de comprendre ce qui se passait, de parler à ma famille, mais ils semblaient tous éviter le sujet. J'ai l'impression qu'ils savent, qu'ils ont vécu la même chose, mais qu'ils ont choisi d'ignorer ces souvenirs pour ne pas devenir fous. Je ne sais pas combien de temps je vais pouvoir tenir. Les souvenirs deviennent de plus en plus forts, de plus en plus réels. Parfois, je me demande si je suis encore moi, ou si je suis devenu un écho de mon grand-père. Peut-être qu'un jour, quelqu'un revivra mes souvenirs, et découvrira ce que j'ai traversé. Je n'aurais jamais cru que l'histoire du pacte était vraie, jusqu'à ce que ma vie commence à s'effondrer. On disait que notre ancêtre avait fait un pacte avec une entité surnaturelle, pour obtenir richesse et pouvoir en échange de quelque chose de terrible. Le prix, apparemment, était payé par chaque génération suivante. Je n'y croyais pas vraiment, jusqu'à ce que ma vie prenne un tournant si sombre que je ne pouvais plus ignorer la réalité. Tout a commencé avec une série de pertes inexplicables. Ma carrière, qui avait jusque-là été en pleine ascension, s'est brusquement arrêtée.
Mes amis se sont éloignés de moi, et ma relation amoureuse a volé en éclats. J'ai tout perdu, comme si une force invisible travaillait contre moi. Puis, les rêves ont commencé. Des rêves d'un homme en noir, me rappelant que le pacte devait être honoré, que je devais payer le prix pour ce que mon ancêtre avait reçu. J'ai essayé de lutter, de me reconstruire, mais chaque tentative était vaine. Il y avait toujours quelque chose pour me faire retomber plus bas. J'ai même pensé à me confier à ma famille, mais je savais qu'ils vivaient la même chose. C'était notre sort. Nous étions tous condamnés à payer ce prix, à souffrir pour un pacte que nous n'avions jamais voulu. Finalement, j'ai compris ce que l'entité voulait. Pas ma vie, mais ma volonté. Je devais accepter ma servitude, cesser de lutter, me résigner à une existence de misère. Je ne suis plus qu'une ombre de moi-même, et chaque jour, je sens que je suis un peu plus proche de céder à cette force qui m'a déjà tout pris. Je n'ai plus rien à perdre, si ce n'est mon âme. J'ai toujours détesté ce vieux miroir dans le grenier. On disait dans la famille qu'il appartenait à notre arrière-arrière-grand-mère et qu'il était maudit. Personne ne voulait vraiment m'expliquer pourquoi, mais il y avait toujours une sorte de malaise à son sujet. Je n'y croyais pas vraiment, jusqu'au jour où j'ai décidé d'aller y jeter un œil par moi-même. Le grenier était poussiéreux, et le miroir était recouvert d'un drap que j'ai dû retirer. Dès que je me suis vu dedans, j'ai su que quelque chose n'allait pas. Ce n'était pas vraiment mon reflet, c'était différent. Les traits étaient les miens, mais les yeux étaient remplis d'une terreur que je ne ressentais pas. Et alors que je m'en éloignais, le reflet est resté là, immobile, me fixant, comme s'il était vivant. Je ne l'ai raconté à personne, mais depuis ce jour, des choses étranges ont commencé à se produire. Je voyais des ombres derrière moi quand je passais devant un miroir, des silhouettes qui n'auraient pas dû être là. Chaque fois que je me regardais, mon reflet semblait me sourire d'une manière tordue, presque moqueuse. Puis, un jour, j'ai vu quelque chose d'encore plus terrifiant, une vision de moi-même, étendue sans vie sur le sol de ma chambre, du sang coulant de ma bouche. Je n'ai plus jamais utilisé de miroir depuis. J'évite les surfaces réfléchissantes, je me coupe les cheveux à l'aveuglette. Mais parfois, même dans l'obscurité, je sens ce regard sur moi, celui de mon propre reflet, qui attend patiemment que je fasse une erreur. Mes parents ont grandi à une époque et dans un environnement où il était très tabou de parler des difficultés liées à la santé mentale. C'était quelque chose qu'on gardait pour soi et dont on ne discutait avec personne, ni avec un ami de confiance ni avec un médecin. En 2018, ma mère a demandé le divorce et mon père n'a pas pu faire face, il a tenté de se suicider. Toute l'expérience a été très traumatisante pour notre petite famille, et le lendemain, mon père nous a dit de garder ça pour nous et de ne jamais en parler à personne. Cela ne m'a pas semblé juste, le traumatisme nous a tous touchés, et il était douloureux de le réprimer. Je ne voulais pas en parler à tout le monde, mais je voulais pouvoir parler à quelqu'un de ma peur. Mais nous vivions ensemble, j'étais à l'université, et donc j'ai refoulé cela pour ne pas causer de tension. Il y a quelques semaines, mon père a passé quelques mauvaises journées et a de nouveau tenté de se suicider. C'était bien pire cette fois, en partie à cause de la situation elle-même et en partie parce que maintenant j'ai des enfants, un bébé ange, un tout petit et un autre en route, qui seraient également touchés par la situation. Il a reçu de l'aide et est rentré à la maison la semaine dernière, et encore une fois il nous a demandé de garder cela pour nous. Cette fois, je lui ai dit que je ne voulais pas partager ces difficultés à grande échelle, mais que cette expérience nous avait tous affectés et que je méritais de pouvoir obtenir de l'aide pour faire face à ces sentiments aussi. Je lui ai dit que je voulais pouvoir parler à mes enfants de la santé mentale et de la maladie mentale quand ils seraient assez grands pour comprendre, et que je ne voulais pas qu'ils se sentent seuls face à leurs problèmes. Je ne sais pas ce qui a fait clic cette fois, mais quelque chose a changé. Mon père a contacté un membre de la famille élargie, qui visitera notre état dans quelques semaines et qui a également lutté contre la maladie mentale pendant une grande partie de sa vie, et il a partagé ce qui s'était passé. La conversation a été si bienveillante, sans jugement, et j'ai l'impression que nous avons tous raccroché le téléphone en nous sentant un peu soulagés que ce ne soit plus un autre grand secret à réprimer. Je suis tellement fier de mon père. J'ai lutté contre la dépression et l'anxiété toute ma vie, et sa mentalité de réprimer a rendu très difficile pour moi d'obtenir de l'aide quand j'étais suicidaire dans le passé,
donc il est super important pour moi que mes enfants sachent qu'il est normal d'en parler avec leurs proches ou avec un professionnel de la santé. Et voir mon père faire un petit pas vers la rupture de ce tabou m'a vraiment montré que je ne suis pas la seule dans ma famille à essayer de briser ces malédictions générationnelles. Je ne peux pas dire exactement quand c'est arrivé. Je crois que ça a commencé avec un simple malaise, une anxiété que je ne pouvais pas expliquer. Puis, peu à peu, les choses ont empiré. Dans ma famille, on dit que chaque membre finit par sombrer dans la folie à un certain âge. Je pensais que c'était une exagération, une vieille légende pour effrayer les enfants. Mais je n'ai que 29 ans, et je suis terrifié de ce qui m'attend. Cela a commencé par des murmures que j'entendais la nuit. D'abord, j'ai cru que c'était le vent, ou peut-être mes voisins. Mais ces murmures sont devenus plus forts, plus insistants. Ils chuchotaient mon nom, me disaient de faire des choses horribles. Je les ignorais, mais plus je résistais, plus ils devenaient envahissants. Bientôt, ce n'étaient plus seulement des murmures, mais des visions. Des visages distordus dans les miroirs, des ombres qui se glissaient dans les coins de ma chambre. Ma famille a essayé de m'aider, mais je voyais la peur dans leurs yeux. Ils savaient ce qui m'arrivait, ce qui arrive à chacun de nous, tôt ou tard. Je me suis isolé, enfermé dans ma maison, mais la folie ne fait que grandir. Chaque jour, je perds un peu plus de moi-même. Et le pire, c'est que je sais que ce n'est que le début. Cette folie va me consumer entièrement, et je ne peux rien y faire. J'aurais préféré mourir jeune. On dit que nos ancêtres ont trahi des esprits, et que ces esprits reviennent hanter chaque génération. J'ai toujours pensé que c'était des superstitions, jusqu'à ce que les choses commencent à se manifester dans ma propre vie. Tout a commencé par des bruits étranges dans la maison. Des chuchotements, des rires étouffés, des coups frappés dans les murs. J'ai d'abord pensé que c'était le bois qui craquait, ou peut-être un animal. Mais les choses ont rapidement pris une tournure plus inquiétante. J'ai commencé à voir des ombres se déplacer dans ma vision périphérique, des silhouettes qui disparaissaient dès que je les regardais directement. La nuit, je sentais une présence dans ma chambre, quelque chose qui m'observait. Je me suis tourné vers ma mère pour lui en parler, et c'est laquelle m'a raconté l'histoire de notre famille. Comment nos ancêtres avaient trahi des esprits protecteurs pour obtenir du pouvoir, et comment ces esprits revenaient se venger, génération après génération. Elle m'a montré des photos anciennes, des visages déformés par la peur, des regards hantés. Je me suis rendu compte que je n'étais pas seul dans cette folie, que c'était notre destin. Depuis, les manifestations ont empiré. Les objets bougent seuls, les portes se ferment brusquement, et parfois, je me réveille en pleine nuit, incapable de bouger, avec l'impression que quelque chose est assis sur ma poitrine, m'écrasant lentement. J'ai essayé de faire appel à des spécialistes, mais rien n'a fonctionné. Je n'étais qu'un enfant de 9 ans, jouant dans la lumière déclinante du soleil avec ma cousine, Lily. Les éclats de rire résonnaient dans l'air jusqu'à ce qu'ils soient brusquement interrompus par une présence sinistre. Alors que nous explorions les bois près de la maison de nos grands-parents, une silhouette sombre a émergé du feuillage dense. Avant que je ne puisse comprendre le danger, Lily a été arrachée de mon côté, ses cris désespérés résonnant à travers les arbres. Paralysé par la peur, je restais là, témoin d'un cauchemar se déroulant sous mes yeux. La silhouette inquiétante disparut avec Lily dans les profondeurs de la forêt, me laissant seul avec le silence oppressant qui suivit. Les autorités furent appelées, et une recherche frénétique s'ensuivit, mais Lily semblait s'être volatilisée sans laisser de traces. La ville autrefois idyllique de Ravenswood se transforma en un lieu marqué par la tragédie, et le poids de la culpabilité pesa sur mes jeunes épaules. Les rêves devinrent des cauchemars, et les bois qui autrefois promettaient l'aventure abritaient désormais le spectre d'une perte indicible. Les années passèrent, et la disparition de Lily resta une plaie béante, une blessure qui ne se refermait pas au sein de notre famille. Mais en grandissant, je découvris une vérité effrayante enfouie dans les annales de notre histoire familiale, un héritage d'enlèvement qui remontait à plusieurs générations. Il semblait que Lily n'était pas la première. Des histoires surgirent de parents éloignés, de tantes, d'oncles et de cousins qui avaient disparu dans des circonstances tout aussi mystérieuses. Le passé de la famille était marqué par un schéma glaçant d'enlèvement,
un fil sinistre tissé dans la trame de notre lignée. J'ai toujours eu une bonne mémoire, mais depuis quelque temps, les choses changent. Je commence à oublier des détails importants de ma vie, des souvenirs qui devraient être gravés dans ma mémoire. Ce ne sont pas seulement les petites choses comme les noms ou les dates, mais des morceaux entiers de mon passé qui semblent disparaître. Au début, j'ai pensé que c'était le stress ou peut-être l'âge, même si je ne suis pas si vieux. Mais quand j'ai commencé à oublier des gens, des proches, j'ai vraiment pris peur. Je me suis retrouvé à regarder des photos de famille sans reconnaître les visages, sans pouvoir me rappeler les événements. C'est comme si ces souvenirs s'effaçaient, remplacés par un vide froid. J'en ai parlé à ma tante, la seule personne avec qui je me sens encore proche. C'est alors qu'elle m'a révélé ce que je redoutais, cette malédiction de l'oubli est présente dans notre famille depuis des générations. Chaque membre de la famille finit par perdre ses souvenirs, à se déconnecter du monde jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien de leur identité. Mon grand-père est mort seul, incapable de se souvenir de ses enfants, de sa femme, même de son propre nom. Je ne veux pas finir comme ça, mais je sens que c'est inévitable. Chaque jour, je perds un peu plus de moi-même. Parfois, je me regarde dans le miroir et je ne reconnais pas la personne qui me regarde en retour. C'est comme si j'étais déjà mort, que j'étais déjà parti, mais que mon corps continuait à vivre par habitude. J'ai un frère qui est plus bête qu'un sac de pierre. Tellement bête qu'il est tombé dans le piège d'un arnaqueur étranger qui lui a dit qu'il travaillait pour Microsoft et devait accéder à notre ordinateur à la maison pour nettoyer les virus. Mon père a dû changer tous les mots de passe, sa carte de crédit, son fonds commun de placement, et le code de sa banque, tout. C'était probablement la chose la plus stupide que j'ai jamais vu quelqu'un faire. Il a été expulsé d'au moins 4 endroits pour ne pas avoir payé son loyer, alors qu'il gagne bien sa vie en tant que chauffeur de camion, il ne le fait tout simplement pas, il dépense son argent dans des trucs idiots. Je pourrais en parler dans tout un livre. C'est une longue et triste saga. Mon cousin est né en ressemblant exactement à mon frère. Et il est tout aussi bête et paresseux, voire plus. Il a également été expulsé de plusieurs colocations pour ne pas avoir payé sa part. Il est aussi paresseux et on ne peut pas compter sur lui. Ces deux-là sont comme des jumeaux, avec 30 ans d'écart. Ce gène continue de réapparaître dans notre ADN familial. D'après ce que je comprends, il y avait aussi un grand-oncle qui leur ressemblait exactement, et qui était tout aussi bête. Il est tombé à l'arrière d'un bateau dans une rivière, ivre, alors qu'il allait faire pipi, et on n'a jamais retrouvé son corps. Il n'a jamais eu d'enfant. Mon frère, Dieu merci, n'a pas d'enfant non plus. Mais je frémis à l'idée que ce gène étrange ait sauté une génération et puisse très bien réapparaître à tout moment, sans avertissement, chez un arrière-arrière-petit-enfant. On croit l'avoir éliminé et voilà qu'il est bête, paresseux et moche. Je n'ai jamais vraiment cru aux malédictions, mais dans ma famille, l'histoire est différente. On parle d'une malédiction d'héritage qui remonte à des siècles. Chaque génération semble destinée à perdre tout ce qui lui est transmis. Mon grand-père a tout perdu dans un incendie qui a ravagé sa maison, mes parents, quant à eux, ont vu leur fortune s'évaporer dans des investissements douteux. C'étaient toujours des événements improbables, presque absurdes, qui semblaient orchestrés par une force invisible. Quand j'ai hérité de la maison de mes parents, je pensais que cette fois-ci, ce serait différent. Je suis devenu obsédé par l'idée de la protéger, j'ai investi dans des systèmes de sécurité, surveillé chaque dépense, évitant toute prise de risque. Pourtant, ça a commencé par de petites choses, des factures qui disparaissaient, des erreurs bancaires inexplicables. Puis, un jour, je suis rentré du travail et la maison avait été vidée, tout simplement. Aucun signe d'effraction, aucune trace des objets volés. Juste, du vide. Les assurances ont refusé de me couvrir, invoquant des clauses que je n'avais jamais vues. En moins de 2 semaines, tout ce que j'avais bâti avait disparu. Et pour couronner le tout, j'ai découvert que le terrain sur lequel la maison était bâtie appartenait désormais à une société que je n'avais jamais entendu mentionner. J'ai tout perdu, exactement comme mes ancêtres. Aujourd'hui, je vis dans une petite chambre louée, avec seulement mes souvenirs et cette terreur constante que cette malédiction ne se manifeste encore sous une nouvelle forme. Je me demande si je devrais simplement tout abandonner.
On raconte dans ma famille que les premiers-nés sont voués à mourir jeunes ou à subir un sort terrible. Étant moi-même le premier-né, j'ai grandi avec cette peur constante de ne pas atteindre l'âge adulte. Quand mon frère cadet est né, j'ai cru que peut-être, pour une fois, les choses seraient différentes. Mais tout a changé à l'approche de mon 23e anniversaire. J'ai commencé à faire des cauchemars terrifiants, toujours les mêmes. Je me voyais dans un accident de voiture, ou bien je tombais d'une falaise sans fin. Chaque nuit, c'était un scénario différent, mais toujours une mort violente. J'ai arrêté de dormir, j'étais devenu paranoïaque. Mes amis et ma famille pensaient que je devenais fou, et peut-être avaient-ils raison. Le jour de mon anniversaire, j'ai refusé de quitter ma chambre, mais ce n'était pas nécessaire. J'ai été frappé par une douleur soudaine au cœur. L'ambulance est arrivée à temps pour m'emmener à l'hôpital, où ils n'ont trouvé aucune cause physique à mon malaise. Je suis sorti vivant de cette journée, mais je sais que quelque chose en moi est mort. Je me sens comme une coquille vide, et chaque jour qui passe, je suis convaincu que ce n'est qu'une question de temps avant que la malédiction ne me rattrape. Je me demande parfois si je devrais me résigner à l'inévitable. Si vous regardiez l'histoire de ma famille, vous y trouveriez de nombreux événements étranges, dont la plupart que mes parents ont tenté de cacher à mon petit frère et à moi. Malheureusement, dans une famille avec des circonstances, comme la nôtre, il est plutôt difficile de protéger ses enfants de la cruauté de la vie. Dans une famille comme la nôtre, il n'y a pas de secret. Au fil des années, j'ai recueilli quelques informations sur notre condition. La plupart me sont venues de ma grand-mère, dont les lèvres sont devenues plus loquaces à mesure qu'elle vieillissait. Ton arrière-arrière-arrière-grand-oncle Thomas a été le premier, m'a-t-elle dit un jour, alors qu'elle était assise dans un fauteuil sur son porche, fumant une cigarette après m'avoir fait jurer de garder le secret. Mes parents essayaient de la faire arrêter de fumer. Tandis que ses doigts tremblants chassaient la cendre avec expertise, elle me fixait d'un regard perçant, ses yeux de faucon. Il a couru sur les rails du train et est resté là, à regarder le train arriver sur lui. Ils ont dû ramasser des morceaux de son corps à travers tout le comté. Depuis lors, l'histoire s'est répétée, de différentes manières et avec différents personnages. Autant que je sache, c'est là que la malédiction a commencé. Si j'avais des compétences en généalogie, j'essaierais de voir si ça remonte plus loin, mais je suis inutile, et de toute façon, les archives ont tendance à disparaître après quelques générations. Quoi qu'il en soit, peu importe comment ça a commencé, ça a continué. Il y en a un dans chaque génération. Quand ma mère avait 10 ans, c'était sa petite sœur, Elisabeth. Elle a sauté, mais je ne sais pas de quoi ma mère refuse d'en parler, et c'est un sujet que ma grand-mère n'aime pas aborder. Je ne suis pas sûr de vouloir vraiment savoir, de toute façon. En grandissant, cette menace planait comme une ombre au-dessus de ma tête. Principalement parce que mes parents ont toujours eu peur que ça m'arrive à moi, ou à mon petit frère, Max. Bien sûr, avec ma disposition morose et mon introversion générale, j'imagine que j'étais la plus grande inquiétude. Peut-être que cela vous aiderait si je parlais franchement. Dans chaque génération, un enfant de notre famille se suicide. Et personne ne sait pourquoi. Mes parents ont commencé à m'emmener voir un psychologue pour enfants quand j'avais environ 6 ou 7 ans. Dans n'importe quelle autre famille, vous auriez pensé qu'ils étaient trop protecteurs et paranoïaques. Malheureusement, ils avaient toutes les raisons de s'inquiéter. Jusqu'à mes 5 ans, j'étais un enfant très actif et sociable du moins, selon ma mère. Puis, du jour au lendemain, tout a changé. J'ai cessé de m'intéresser à mes camarades et à l'école. Je préférais rester dans ma chambre, à lire ou à dessiner. Me faire parler, c'était comme arracher des dents. Le psychologue n'a rien trouvé d'anormal chez moi. C'était bien sûr intentionnel, je trouvais assez facile de paraître un enfant normal devant le bon docteur. Vous voyez, je savais suffisamment de choses sur la malédiction pour savoir que j'étais une cible. Mes cousins plus âgés m'en avaient parlé dans une tentative mesquine de me faire peur. Ça a marché, d'ailleurs. J'étais terrifié. Il me semblait inévitable que je finirais par me suicider à un moment donné dans un avenir proche. Je ne le voulais pas, mais plus j'y pensais, plus je me retrouvais obsédé par la mort. C'était constamment dans mon esprit. Et cela me terrifiait encore plus. Mes parents, désespérés de briser la malédiction qui suivait notre famille, ont rejeté les conseils du docteur de me laisser tranquille, et ont décidé d'avoir un autre bébé.
Il pensait qu'avoir un petit frère ou une petite sœur à surveiller et à protéger pourrait m'aider à sortir de ma coquille. Bien sûr, cela signifiait qu'ils auraient à s'inquiéter pour un autre enfant, mais il devint rapidement évident, à la naissance de Max, qu'il était destiné à être un petit rayon de soleil toute sa vie. Dès que j'ai posé les yeux sur Max, je l'ai aimé. Je l'aimais même plus que j'aimais mes parents. Et j'étais déterminé à le protéger, aussi longtemps que la malédiction me permettrait de vivre. Je ne voulais jamais voir son beau sourire disparaître en poussière. Max était un amour en tant que petit frère. Il était d'une douceur incroyable et n'avait pas une once de méchanceté en lui. Oh, bien sûr, il aimait me faire des farces, mais son seul but était de me faire rire. Et il savait toujours quand j'avais besoin de rire. Bien sûr, les rires se sont arrêtés lorsque j'ai eu 11 ans, et les cauchemars ont commencé. Au début, je n'ai rien dit à mes parents. Je ne pensais pas que c'était nécessaire. Après tout, ce n'était que des cauchemars. Mais à mesure qu'ils s'aggravaient, j'ai su que je ne pouvais plus garder le secret. Les cauchemars commençaient toujours de la même manière. Je me tenais à la fenêtre de ma chambre, regardant dans le jardin. Dans les hautes herbes à l'orée du champ, je voyais une silhouette. Elle était indistincte, grande, noire, avec des yeux brillants qui semblaient brûler dans son visage. Elle me regardait puis se dirigeait vers la maison. Puis, tout à coup, je me retrouvais à la porte arrière. La chose entrait, mais elle ne me voyait pas. Au lieu de cela, elle commençait à marcher dans la maison, en commençant par le rez-de-chaussée. Je la suivais, attendant de voir ce qu'elle allait faire. Je la regardais traîner ses ongles le long des murs, laissant de petites rayures dans la peinture. Elle se dirigeait vers la chambre de mes parents, ils dormaient au rez-de-chaussée et tapaient doucement à leur porte, 3 fois. Puis, elle semblait perdre tout intérêt et montait les escaliers. Elle errait dans les couloirs, griffant la peinture, fredonnant pour elle-même, quelque chose dans des tonalités étranges et mineures. Elle s'arrêtait devant la porte de mon frère, et reniflait le bois comme si elle essayait de le sentir. Ma chair se hérissait lorsqu'elle tapait expérimentalement à la porte, et je ne me détendais pas avant qu'elle ne s'éloigne. Enfin, elle arrivait à ma porte. Elle grattait, elle tapait, elle fixait. Puis, finalement, elle ouvrait la porte et glissait à l'intérieur. C'est alors que je me réveillais. Au début, je me réveillais en sueur, nerveux et bouleversé, mais surtout ça allait. Avec le temps, cependant, les rêves sont devenus plus intenses. L'ombre devenait agitée. Ses griffures commençaient à laisser des entailles dans les murs, il hurlait en tapant sur les portes. Quand il arrivait à ma chambre, il commençait à hurler, à marteler ma porte, à frapper son corps contre le bois comme s'il essayait de se tuer. C'est là que j'ai commencé à me réveiller en hurlant. C'est aussi là que j'ai commencé à remarquer qu'il y avait des rayures sur les murs, des entailles profondes dans la peinture qui me disaient que mes rêves n'étaient pas entièrement enfermés dans mon imagination. Quand j'ai parlé à mes parents des rêves, ils sont arrivés à la même conclusion que moi, la malédiction venait pour moi, et ils devaient se préparer. Ils ne me laissèrent plus jamais seul après ça. Ma mère devint ma compagne constante. Elle s'asseyait dans ma chambre avec moi pendant que je regardais la télé, faisais mes devoirs. Après quelques jours, elle cessa de me laisser aller à l'école, elle voulait me garder à la maison jusqu'à ce que cette épreuve soit terminée, quand que ce soit. Le pire dans tout ça, c'est qu'ils ne me laissèrent plus voir Max. Mon père s'occupait de lui la plupart du temps. Il l'emmenait explorer les bois près de notre maison. Il y avait un trou d'eau quelque part là-bas et Max adorait absolument nager. Il était très doué pour ça, d'ailleurs. Papa le tenait hors de la maison autant que possible tandis que ma mère me surveillait de manière obsessionnelle. Ça me faisait mal qu'ils ne veuillent plus que je sois près de Max, mais je ne pouvais pas leur en vouloir. Après tout, et si je l'infectais d'une manière ou d'une autre avec ma malchance? Alors je restais seul. Je laissais ma mère installer un lit dans ma chambre et dormir à côté de moi chaque nuit. J'essayais de ne pas dormir trop pour que mes cris ne la dérangent pas. Je vivais dans un enfer que je ne pouvais garder privé, ça affectait toute ma famille. Je priais jour et nuit pour que ça change d'une manière ou d'une autre. Je voulais que Max vive une vie normale, même si cela signifiait que je devrais renoncer à la mienne. Cela est arrivé environ 2 semaines après que je me sois réveillé en hurlant pour la première fois. Un léger bruit m'a réveillé vers 3 heures du matin. J'ai regardé pour voir que ma mère dormait encore paisiblement à côté de moi.
J'ai remarqué avec honte qu'elle avait des cernes sous les yeux. C'est de ma faute, pensais-je. Mais ensuite, le bruit est revenu et mon attention s'est détournée de ma mère. C'était un rire, je réalisais le rire de Max. Que faisait-il debout si tard? J'étais soudain rempli d'appréhension. Je sautais pratiquement hors du lit, déterminé à voler au secours de mon frère, même s'il ne semblait pas avoir besoin d'être sauvé. Je me suis arrêté alors que ma main touchait la poignée de la porte, la retirant soudainement comme si le métal m'avait brûlé. Et si c'était un piège? Pensais-je, la peur commençant à percer ma bravoure précédente. La chose de mes rêves pourrait me tendre un piège, m'attendre pour que je fasse un faux pas. Mais ensuite, j'entendis de nouveau la voix de mon frère, m'appelant par mon nom, et je réalisai que je m'en fichais. Et si c'était un piège? Je ne pouvais pas laisser Max à un sombre destin par simple caprice. D'ailleurs, peut-être que ce serait mieux ainsi. Si je devais mourir cette nuit-là, alors Max pourrait avoir une vie normale sans sœur maudite, sans parents épuisés. Si je mourais pour cette cause, eh bien, je pourrais vivre avec ça. Aussi silencieusement que possible, je sortis de ma chambre, priant pour que mes parents me pardonnent ce que j'étais sur le point de faire. Dès que j'entrais dans le couloir, je penchai la tête et écoutai attentivement. La voix de Max semblait lointaine, comme s'il m'appelait depuis le rez-de-chaussée. Je descendis les escaliers, mais la voix de Max semblait toujours si lointaine. Je traversai le rez-de-chaussée, traçant mes mains le long des murs où la chose avait arraché la peinture, me demandant ce qui m'attendait. J'entendis de nouveau la voix de Max, un peu plus fort cette fois. J'étais arrivé dans la cuisine, où se trouvait la porte du sous-sol. Elle était entr'ouverte, et une douce lumière s'en échappait. Je jetai un coup d'œil dans les escaliers sombres, mais je ne voyais pas mon frère. Pourtant, je savais que quelque chose était là en bas. Un frisson parcourut ma colonne vertébrale. Et si ce n'était pas mon frère? Mais, ça ressemblait à lui. Et je ne pouvais pas prendre de risque s'il était là en bas et qu'il lui arrivait quelque chose, je savais que je ne me le pardonnerais jamais. Prenant une profonde inspiration, je descendis les escaliers. Les premiers pas, je les pris lentement parce que j'avais toujours très peur, la sensation de mon estomac qui se nouait me disant que je scellais mon propre sort. Les pas suivants, je les pris lentement parce que j'avais l'impression que quelque chose bloquait le passage. Mes jambes semblaient lourdes, comme si elles avaient été alourdies. Je marchais pratiquement à travers l'air, essayant d'atteindre le bas des escaliers. J'étais à mi-chemin de l'escalier lorsque, soudainement, tout devint noir et je commençai à crier. Quand j'ai ouvert les yeux, j'étais dans les bras de mon père, en train d'être tiré hors du trou d'eau dans les bois. J'étais trempé jusqu'à la poitrine, et je frissonnais tandis qu'il me tirait dans ses bras. Ma mère hurlait, mon père lui répondait, et j'étais terriblement confuse. Pendant que je leur expliquais que Max était en train de m'appeler du sous-sol, mon explication fut interrompue par le cri de ma mère. Le regard de mon père suivit la direction qu'elle pointait, et il poussa un cri, tout son corps se raidissant. Je me tournai pour regarder, mais il plaqua ses mains sur mes yeux. Pourtant, il était déjà trop tard, car j'avais déjà vu ce qui les avait alarmés. Mon frère flottait face contre terre dans l'eau. Mon frère avait 5 ans quand il est mort. Je me souviens encore du petit cercueil que mes parents avaient acheté pour lui. C'était si petit, on aurait dit un cercueil de poupée. J'aimais imaginer que c'était le cas, parce que cela me permettait d'oublier ce qui se trouvait vraiment à l'intérieur. Mon pauvre, pauvre petit frère. Sa mort a fait quelque chose à mes parents, les a rendus différents. Ils sont devenus distants, fermés. Ils ne se parlaient plus beaucoup, ni à moi. Je pense qu'ils me blâment pour ce qui s'est passé, en quelque sorte. Seulement au fond de leur cœur, dans des endroits secrets qu'ils n'autorisent personne à voir. Mais je peux le sentir tout de même. Que si je n'avais pas pris tant de leur attention, tant de leur temps, peut-être qu'ils auraient pu sauver Max avant qu'il ne soit trop tard. Quand Max est mort, je me suis promis de ne jamais avoir d'enfant, de ne jamais même avoir de relation sexuelle avec un homme pour éliminer la moindre possibilité d'avoir des enfants. C'est presque une chance pour moi d'être lesbienne. Quelques-unes de mes partenaires ont voulu adopter. Je les quitte si elles ne font ne serait-ce que mentionner cette idée. Je ne soumettrai pas un enfant à une famille comme la mienne. Parfois, au cœur de la nuit, je sors le pistolet que j'ai acheté pour me protéger lorsque j'ai emménagé en ville.
Je regarde dans le canon et je me demande si ça ferait mal, goûtant le plomb au fond de ma gorge. Je me demande si ce serait aussi douloureux que de se noyer. Je le range toujours avant d'en arriver là, mais chaque fois que je referme le coffre-fort à armes, j'entends de nouveau Max m'appeler. Tous les hommes de ma famille se noient le jour de leur 33e anniversaire. La première fois que j'ai entendu dire que tous les hommes de ma famille se noient le jour de leur 33e anniversaire, j'avais 5 ans et ma grand-mère essayait de me faire peur pour que je retourne me coucher. Elle disait que les sirènes viendraient me chercher plus tôt si je ne faisais pas ce qu'on me disait. Complètement insensé. Du moins, c'est ce que je pensais. Mon père était dans la marine, et s'est noyé lors d'un exercice militaire qui a mal tourné. Je ne l'ai même jamais connu, ma mère était enceinte de 6 mois à l'époque. Ce n'est pas facile d'élever un enfant seul, j'en suis sûr. Mais ma grand-mère et ma tante Jane, toutes deux du côté de mon père, étaient toujours là pour nous aider. Je n'ai jamais vraiment connu d'autres membres du côté de mon père, grand-père étant décédé bien avant ma naissance et Jane n'étant jamais mariée ni n'ayant eu d'enfant. Après la première fois où grand-mère m'a parlé des sirènes, elle a utilisé ce stratagème pendant des années pour me tenir à carreau. Elle me parlait de leur queue gluante, de leurs crocs et de leurs griffes. Comment un de mes ancêtres, il y a longtemps, avait tué l'une des leurs, ce qui avait entraîné une malédiction de sang sur les hommes de chaque génération. Les péchés du père et tout ce genre de bêtises. Je n'arrive toujours pas à croire que je suis en train d'écrire ceci, que tout cela se passe. Je n'avais pas pensé aux sirènes ou à la malédiction depuis des décennies. Quand j'avais 9 ans, maman a surpris grand-mère en train de me dire comment j'allais mourir et lui a interdit de jamais reparler de ces absurdités. Je me souviens parfaitement de cette nuit-là, elle s'était criée dessus jusqu'à la fin. Grand-mère insistait sur le fait que la malédiction était réelle et qu'elle avait emporté son beau-père, son mari et son fils. C'est à ce moment-là que maman a éclaté en sanglots et que grand-mère a finalement cédé. Elle n'en a plus jamais parlé, mais j'ai toujours eu l'impression de le voir dans ses yeux, une certitude sombre et une sorte de sympathie. Grand-mère est morte dans un accident de voiture quelques années plus tard et, naturellement, je n'ai presque jamais repensé à ces histoires étranges. Sauf à chaque anniversaire. J'essaie de ne pas y penser mais bon sang, quand ta propre grand-mère te répète que tu vas mourir le jour de ton 33e anniversaire, je te défie de ne pas y penser à mesure que les années se rapprochent. Je veux dire, je chassais toujours ces pensées ou du moins je le faisais jusqu'à l'année dernière. Mon 32e anniversaire, je n'ai pas pu m'en empêcher. J'ai fait un de ces tests de généalogie et j'ai commencé à creuser dans la famille du côté de mon père. C'est là que ça a commencé à devenir effrayant. La mort de mon père correspondait à ce que je m'attendais, il est mort le jour de son 33e anniversaire. Puis j'ai regardé la date de décès de mon grand-père. 2 décembre 1954, cause du décès, noyade. Je me souviens avoir respiré brusquement en voyant la cause du décès. J'ai secoué ça de ma tête et j'ai vérifié la date de naissance, 2 décembre 1921, 33 ans. C'est là que j'ai bondi de ma chaise, paniqué. C'est aussi à peu près le dernier souvenir que j'ai de mon 32e anniversaire. J'ai beaucoup bu après ça. Environ une semaine plus tard, j'ai engagé un généalogiste professionnel pour fouiller dans l'histoire de la famille. Il est revenu vers moi une semaine plus tard, incrédule. Chaque fils paternel de ma famille était mort le jour de son 33e anniversaire, chaque décès dont il pouvait rendre compte était répertorié comme une noyade. Il avait même retracé le début du phénomène jusqu'à une frégate de la marine qui avait coulé quelque part au large des côtes nord de l'Espagne pendant les guerres napoléoniennes en 1812, un navire appelé le Charon. Je dois être honnête avec vous, ma vie est devenue un désastre depuis que j'ai découvert toutes ces folies. J'ai beaucoup bu. En fait, j'ai été viré de mon boulot après que les choses aient mal tourné, ça ne m'a même pas vraiment ralenti. Je veux dire, je ne suis même jamais allé en mer, l'idée m'a toujours effrayé compte tenu de la façon dont mon père est mort. J'ai beaucoup pensé à lui cette année. Est-ce qu'il savait tout ça aussi? Comment l'a-t-il géré? Je déteste les réponses que mon esprit me renvoie. Peut-être que je suis juste faible. Lui, il a continué à faire ce qu'il aimait, jusqu'à la fin. Moi, j'ai passé la supposée dernière année de ma vie à sombrer dans la ruine financière et émotionnelle. J'avais évité de parler de tout ça à maman pendant l'année écoulée, en fait je ne l'avais pas vue depuis 9 mois quand j'ai finalement débarqué chez elle complètement ivre, un soir. Elle m'a accueilli,
m'a nettoyé et m'a écouté raconter toutes mes folies. À la fin de tout ça, elle m'a dit que c'était dans ma tête. Comment cela pourrait-il être vrai? Peut-être devrions-nous aller voir les médecins, il doit y avoir quelque chose qui ne va pas chez moi. Nous nous sommes disputés comme elle et grand-mère l'avaient fait, puis je suis parti, en colère. Je n'ai même pas dit au revoir. Il y a 3 jours, j'ai commencé à faire le même rêve encore et encore. Des éclats de lumière alors qu'une masse huileuse de chair et d'os humide rampe vers moi, grimpant sur mes jambes, mon corps allongé là, paralysé, immergé dans des eaux sombres et fétides. Je m'entends hurler dans le rêve, essayant de faire bouger mes bras pour la repousser mais rien ne se passe. Je peux sentir ses doigts acérés, des griffes même, déchirant ma peau alors qu'elle serre de plus en plus fort, écrasant les os enfouis en dessous. Puis elle est au-dessus de moi et tout ce que je peux voir est un vide noir d'horreur qui me fixe en retour. Je n'arrive pas à arrêter de crier. C'est comme ça que je me réveille tous les jours maintenant, en hurlant et en me pissant dessus. Je ne veux pas mourir. Merci d'être resté jusqu'à la fin. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner et de partager vos propres histoires en commentaire. On se retrouve demain à la même heure devant ce feu.